Eh bien salut tout le monde, c'est AZK, bienvenue pour ce DeFi Actu du 16 mars 2025, bon dimanche à tous, j'espère que vous allez bien. Comme c'est le week-end, on n'a pas des actualités de fou furieux, mais il y a quand même 2-3 trucs sympathiques dans le lot. On commence par Donald Trump qui déclare que notre économie va connaître un boom comme jamais auparavant. Alors, un boom, ça peut être dans le sens positif, ça peut même être une fête, hein, une boom, ça peut aussi être une explosion, donc dans quel sens il l'entend, hein, évidemment je suppose que c'est dans le sens positif du terme, mais sait-on jamais, peut-être que ça ira dans l'autre sens et il dira qu'il avait prévenu, on verra bien. Ensuite, on a l'or qui dépasse les 3000 $ par once et qui fait accessoirement un nouvel ATH. Ouais, généralement quand on a l'or qui nous fait des ATH, c'est pas les moments pour prendre son pass pour aller à Disney toute l'année, hein, on va le dire comme ça. Ensuite, on a aussi notre RFK Junior en France. Pour ceux qui s'en rappellent, lors de la campagne présidentielle en 2024, il y avait un candidat, un certain Robert Kennedy Junior, qui balançait des promesses de fou furieux autour de Bitcoin, du style les États-Unis vont acheter 1 million de Bitcoin et je sais plus ce qu'il avait dit d'autre comme folie. Eh ben, on a notre équivalent français, voilà, François Asselineau, président de l'UPR, candidat à l'élection présidentielle de 2027 et défenseur du Frexit, propose d'instaurer une allocation de 5% de Bitcoin dans les réserves de la Banque de France. Donc 5% de tous les BTC, si je dis pas de bêtises, ouais, c'est 1 million de BTC. Vu le prix actuel, déjà rien qu'au prix actuel, je suis même pas sûr qu'on puisse se le permettre. Alors bon, voilà, il s'inspire des meilleurs, on va dire. Hein, pour rappel, RFK Junior, il avait fait un score ridicule, 0,5% des voix, quelque chose comme ça, et bon, il a fini par rejoindre Trump, hein, évidemment. Donc bon, hein, Asselineau, c'est pas que je t'en veux pas, mais bon gars, tu peux balancer tout ce que tu veux. Hein, y a clairement pas assez de bitcoiners en France pour que t'atteignes les 5%, je pense, pour que tu te fasses rembourser ta campagne, c'est peine perdue. Ensuite, on a Astar qui nous annonce, alors au début on aurait pu croire à un poisson d'avril parce qu'il nous annonce un truc pour le 1er avril 2025 à CD Genie. Ils annoncent tout simplement que leur blockchain Astar ZK EVM va être arrêté. Voilà, tout simplement. Après, je pense qu'ils se sont juste réorientés avec un autre partenaire, avec Sony, puisque Astar est proche de l'écosystème de Sonium, donc je pense qu'en fait, Astar ZKEVM c'était un petit peu le premier jet de leur projet. Ils sont passés sur autre chose, et vu qu'il y a Sony, bon, pour pousser le gaming, pour pousser ce genre de choses, ça aidera peut-être. Mais voilà, si vous avez des fonds sur Astar ZKEVM, eh bien vous avez jusqu'au 1er avril pour les retirer. Faites-le tout de suite, le plus tôt possible, si jamais vous avez fait des carabistouilles là-bas, parce que ensuite ce sera plus récupérable, vu qu'il y aura plus de validateurs a priori. Mais honnêtement, c'est la pire date à choisir pour arrêter une blockchain, un 1er avril 2025. Vous êtes complètement stupide ou... Bref, continuons, on a un nouveau... là, on est dans les mauvaises nouvelles du jour, hein, directement, on perd pas de temps. Un nouveau projet d'enlèvement et de torture visant un crypto-millionnaire a été mis en échec en Belgique selon la dernière heure. 10 suspects français, dont un mineur, ont été arrêtés lundi à Bruxelles. Ils auraient évoqué un commanditaire lié à la DZ Mafia marseillaise. Le quotidien belge révèle aussi que les perquisitions ont mis au jour une pièce laissant penser à une salle de torture, des bâches en plastique, des serflex, des cutters, du ruban adhésif, des clous, un marteau ou encore une scie. Oh, ça pourrait aussi être un petit atelier, hein, pour faire du DIY, ce genre de choses. Je plaisante évidemment. Ce qui est pas drôle par contre, c'est que on a des news qui sortent quand il y a des gens qui se sont fait enlever, mais que ça s'est bien résolu, que la personne a été retrouvée, qu'elle est plus ou moins en bonne santé, on va dire, ou alors que carrément le projet d'enlèvement a été avorté par la police ou je ne sais qui, je ne sais quoi. Mais c'est à peu près sûr que doit y avoir des cas qui réussissent malheureusement et dont on n'entend pas parler, parce que s'ils réussissent bien à faire leur coup, il y a assez peu de chances qu'on en entende parler. Donc je me dis, pour un article qui sort d'un enlèvement qui a été avorté, qui a été abrogé, je pense qu'on peut le dire pour un enlèvement. Non, c'est pour un projet de loi qu'on dit ça. Bon, peu importe. Je me demande si on n'en a pas un, deux, c'est quoi la portion de news qu'on n'a pas sur ceux qui sont réussis. C'est pour ça que je voulais caler ça dans les mauvaises nouvelles, parce que
on voit toujours les news de projets du coup qui sont ratés. En tout cas, toujours de quoi se sentir en sécurité. Ah, c'est super. Aime ton prochain, qu'il disait. Ensuite, on a Certic qui partage un truc autour des wallets liés à Lazarus par rapport au hack de Bybit. Et il y a un truc très marrant. Enfin, très marrant. Bon, ça, c'est subjectif, évidemment. Mais pour essayer de blanchir de l'argent, ils ont fait une pirouette artistique qui est pas nouvelle, hein. C'est pas nouveau, ça existe, c'est pas la première fois que je vois ça, mais c'est toujours rigolo à voir. Ils ont créé des faux tokens sur la blockchain Ethereum, donc tu crées un faux token avec très peu de liquidité, avec les sous que t'as volés, les Ethers que t'as volés, t'achètes en masse ce token, quitte à avoir un slippage proche de 100%, à perdre tout ton argent, tu t'en fous, puisque c'est le wallet qui a créé le token, qui a créé la pool de liquidité, qui va récupérer les tokens, et ça permet de changer entre guillemets de main, de passer sur un wallet plus neutre, qui est moins sale entre guillemets. Et ce qui est marrant, c'est qu'ils ont créé un token qui s'appelle Gollum. Voilà, vous faites ce que vous voulez de cette news, mais le fait que le token s'appelle Gollum, j'ai trouvé ça assez rigolo. C'est pas le seul token qu'il y avait, mais Gollum, pourquoi ils ont choisi Gollum, j'en sais rien. Peut-être parce que le jeu qui est sorti récemment est horrible, et voler de l'argent c'est horrible. Peut-être qu'il y a un lien là-dedans, et aussi, au passage, pour les gens qui disent que ouais, Tornado Cash, c'est utilisé par les hackers, c'est des vilains, ça devrait pas exister, les gens, on devrait interdire Tornado Cash. Bah là, ils ont utilisé Uniswap pour essayer de blanchir de l'argent. Donc, est-ce qu'on devrait essayer d'arrêter, d'empêcher l'utilisation d'Uniswap? Ah non, ça marche pas comme ça, malheureusement. Tornado Cash, c'est pas un outil qui est fait pour blanchir de l'argent. C'est pas parce que c'est utilisé par des hackers que c'est forcément un mauvais outil. Bref, on enchaîne avec les levées de fonds. Assez de mauvaises nouvelles pour aujourd'hui. Voilà, on a notre dose de négativité. Si vous regardez BFM TV ou les infos à la télé, vous avez déjà ce qu'il faut côté négativité. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dans les levées de fonds? On a Solve Protocol qui a levé 10 millions de dollars pour sa réserve en Bitcoin. On en avait parlé dans un précédent DeFi Actu. Ils ont créé leur réserve de Bitcoin, hein, c'est la mode du moment. Et ils ont déjà 100 millions de dollars dedans, a priori. Et là, voilà, hop, 10 millions de levées pour acheter du Bitcoin. On a Templar, une plateforme de lending backée par du Bitcoin, a priori, décentralisé. Ok, je demande à voir, ça a l'air sympathique. On a quoi d'autre? On a Re.Pay, une plateforme de paiement crypto et un portefeuille qui a levé 40 millions de dollars. Je connaissais pas du tout. On a Mimcore, une blockchain de Layer 1 autour des memcoins, hein, Mimcore, Memcoin, il y a quelque chose. Il y a encore des investisseurs qui foutent des sous là-dedans. Par contre, on n'a pas le montant qui a été levé. Donc je suppose que c'est un montant qui est relativement faible et qu'ils ont pas voulu l'annoncer pour pas se donner honte, peut-être, je sais pas, parce que quand on voit qu'il y a plein de projets qui lèvent des millions de dollars, si en plein milieu tu lèves 100 000 $, c'est pas une mauvaise somme, ça peut permettre de créer des trucs, mais c'est vrai que ça, ça fait un peu moins classe, donc en général on met, voilà, on va communiquer plus tard, ou alors on va pas le communiquer. Ensuite on a Odin Fun, un launchpad de Memcoin sur BTC, voilà, avec les Taproot Wizards dans les investisseurs, ce qui est pas très étonnant. Allez, on enchaîne avec la Minute DeFi, quelques actualités qu'on va passer assez vite, mais qui sont quand même intéressantes. La première, par contre, je vais m'attarder un tout petit peu dessus, parce que bon, vous le voyez, si vous regardez l'écran, c'est un petit pavé qui est sorti. Alors je vais pas revenir sur tout le pavé, il n'y a pas tout qui m'intéresse là-dedans, mais globalement, c'est autour d'AAV. AAV va lancer Horizon, donc c'est une plateforme qui va être dédiée aux institutionnels, et ça va être autour des Real World Assets, donc tous les produits autour des bons du trésor et compagnie. Comme il y a énormément de liquidités dessus sur le marché traditionnel, il y a plein de projets qui veulent essayer de lancer ça sur la DeFi, et même AAV veut s'y mettre. Et actuellement il y a un débat sur le forum de gouvernance, donc il y a eu une prise de température pour proposer le lancement d'un nouveau token autour de AAV, voilà, un token qui serait propre à cette plateforme Horizon. Évidemment, pas grand monde était en accord autour de tout ça, c'est pas un vote de gouvernance, ça c'est juste une prise de température, donc juste une discussion, mais voilà, il y a eu un petit peu de bruit, il y a eu 2-3 trucs du côté d'AAV, ils sont en train de discuter par rapport à quand on va lancer cette plateforme, comment on pourrait apporter de la valeur à ceux qui stake des tokens AAV. Curieux de voir du coup ce que ça va donner cette plateforme Horizon, même si bon, elle est pas a priori à destination des particuliers, ce serait plus pour les institutionnels, mais curieux quand même, parce que j'aime bien
bien voir l'avancée d'AAV. Ensuite, on a D-Bank. Ça fait longtemps que j'ai pas parlé de D-Bank. Et oui, vous savez qu'ils ont un réseau social et tout, on peut faire des posts et tout dessus. Ça fait une éternité que j'ai pas mis les pieds sur D-Bank. Je crois que j'ai fait un post il y a un mois ou deux, juste histoire d'eux. Mais ouais, D-Bank, j'ai pas la foi d'aller parler là-bas. Déjà, je passe du temps sur Twitter, c'est pas mal. Je perds assez de neurones comme ça. Hein, une plateforme pour perdre des neurones, c'est pas mal. Bref, pourquoi je parle de D-Bank? Eh bien, parce que déjà ça fait longtemps que j'en ai pas parlé, et parce qu'on a un nouveau badge qu'on peut récupérer. Ah, s'il y en a qui croient encore à un airdrop de D-Bank qu'ils farmeraient encore, pensez à récupérer vos petits badges par-ci par-là, et ils ont lancé le badge pour ceux qui ont eu l'airdrop d'Orbiter et qui sont non civils sur cet airdrop. Ensuite, on a Sonium qui est disponible sur Jumper. Voilà, pour ceux qui iraient faire des carabistouilles là-bas, il y a 2-3 trucs sympathiques à faire sur la DeFi sur Sonium. Je serais de mauvaise foi de dire qu'il n'y a rien à faire, mais bon, c'est pas non plus un Eldorado. Et à côté, tiens, on a Jumper, j'adore comparer les deux, on a Bungie. Est-ce qu'il y en a qui se rappellent de Bungie? Avant, c'était un bon agrégateur, enfin, quand je dis avant, c'était il y a un moment, et là, ils viennent de rajouter la blockchain Bera. Bera Chain a été ajoutée à Bungie. Ça fait un mois, littéralement, que le mainnet de Bera Chain est lancé, donc ils ont pris un petit peu leur temps. J'ai l'impression que Bungie, ça devient l'Internet Explorer de la DeFi, mais bon, hein, il en faut bien un d'Internet Explorer sur la DeFi. Ah, ZK Sync. Si vous avez suivi l'actualité ces derniers mois, ils ont lancé un programme qui s'appelle ZK Sync Ignite. C'était censé durer 9 mois sur 3 saisons. Donc 3 saisons de 3 mois, et la première saison s'est terminée récemment, ou va se terminer le 17, a priori, non, ça se termine le 17 mars, il reste encore un jour, et ça va pas être reconduit. Voilà, ils annulent la saison 2, la saison 3, alors ils nous disent pourquoi, c'est parce que, ouais, on veut être focus plutôt sur l'Elastic Network, donc c'est leur, un peu l'OP stack de ZK Sync, donc c'est les blockchains de leur écosystème. Bon, ça c'est un petit peu du pipeau pour dire que, en réalité, notre token, il se fait défoncer par le marché, donc on va éviter d'en distribuer plus pour pas qu'il se fasse plus défoncer que ça. On va essayer de le distribuer à des VCs ou des gens qui vont les holder plus longtemps. Des VCs, j'abuse peut-être un petit peu, mais vous avez compris l'idée, hein. ZK Sync abandonne le projet, le programme Ignite. Voilà, je suppose que ils ont plus envie de récompenser les farmers. Ensuite, on a Layer 0 qui fête ses 3 ans. Pas grand chose de plus à dire. Il y a eu 140 millions de messages, donc de transactions autour de Layer 0. Il supporte 125 blockchains et plus, des centaines d'applications incroyables. On a le projet autour de Donald Trump, World Liberty Financial, qui achète pour 100 000 $ de tokens SEI. Je me demande encore pourquoi ils achètent des tokens SEI, mais bon, on le saura peut-être tôt ou tard. C'est pas trop de la DeFi, mais bon, si jamais ça vous intéresse, je suis passé dans une émission du Crypto Daily, le Crypto Show. Voilà, c'était sympathique. Y a 2-3 trucs qui ont été coupés a priori sur la vidéo. Dommage, il y avait 2-3 petits moments marrants. Typiquement, je vous spoil pas, mais il y a un moment dans la vidéo où on se retrouve à faire un pile ou face pour répondre à une question, et ce moment-là a duré hyper longtemps sur le plateau, tellement longtemps que on a dû mettre le tournage en pause et tout. C'était un bordel. En fait, on trouvait pas une pièce pour faire le pile ou face. On a dû sortir du studio et tout. Enfin, c'était assez rigolo. Dommage que dans la vidéo ça passe assez vite et qu'on se rende pas compte que ça ait pris du temps, mais bon, j'imagine qu'il fallait la rythmer un petit peu. Après, j'ai l'impression que c'était un speedrun sur certains moments, mais c'était quand même sympathique. L'expérience, en tout cas, pour moi, était sympathique, donc si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien dans la description. On a maintenant le point airdrop, et on commence par Pell Network. Alors c'était pas un si mauvais airdrop que ça pour ceux qui l'ont farmé, sachant que c'était un truc très passif à farmer, hein. Protocole de restaking, attention, ça rigole pas. Par contre, ils ont fait un truc très curieux, c'est qu'ils ont fait une avant-première à ceux qui avaient le wallet d'OKX. Donc ceux qui ont le wallet d'OKX, ils pouvaient réclamer leur airdrop avant tout le monde, et chose rigolote, dans l'Union Européenne, eh ben le wallet d'OKX n'est pas accessible, on pouvait pas, techniquement dans l'Union Européenne, on pouvait pas réclamer son airdrop le plus tôt possible, donc on a dû attendre quelques heures pour ceux qui étaient éligibles. En tout cas, bon, sur le wallet de la chaîne YouTube, j'étais pas éligible malheureusement, enfin malheureusement, j'ai pas farmé le Pell Network, donc c'est pas une surprise en particulier pour moi, mais voilà, ceux qui sont éligibles, bon là ça y est, hein, il s'est passé plus de, je crois qu'il fallait attendre 7 heures, il s'est passé plus de 7 heures, hein, ça a commencé le 13 mars, le claim, donc vous pouvez aller récupérer votre airdrop, hein, si jamais vous êtes passé à côté. Vous attendez pas non plus à grand chose, mais ça va, c'était pas non plus un airdrop horrible, je trouve. Ensuite, on a un résumé de l'Ask Me Anything organisé par Hyperlane. Je remercie Simoni, du coup, qui a fait ce petit résumé. Donc, l'airdrop serait prévu pour mars-avril 2025.
Oh, intéressant, ça arrive bientôt, donc même si le marché sent mauvais, voilà, ça aura lieu quoi qu'il arrive. Il ne ressemblera pas aux airdrops de Layer 0 ou Wormhole, et plusieurs distributions seront prévues, certains rôles Discord seront récompensés, un filtrage Sybil strict sera mis en place pour garantir une distribution équitable. Bon, on est quand même sur du classique, je trouve, par rapport aux récents airdrops, et Hyperlane enregistre actuellement 200 000 utilisateurs uniques par mois. Alors, utilisateurs ou adresses, c'est pas pareil, un utilisateur peut avoir plusieurs adresses. Moi, typiquement, sur la chaîne YouTube, j'ai 3 adresses maintenant, donc si avec les 3 adresses, je m'amuse à faire des transactions sur Hyperlane, est-ce que je compte pour un utilisateur ou pour 3 ? Je pense que je compte pour 3 du coup. Bref, 200 000, même si c'est des adresses, c'est quand même déjà pas mal. Sur Hyperlane, il y a encore des gens qui le farment a priori, parce que je sais pas, ouais, il y a peut-être des gens qui l'utilisent aussi pour bridger naturellement, mais contrairement à un Layer 0 ou même un Wormhole avec CCTP, je trouve qu'Hyperlane ça s'utilise moins naturellement, en tout cas dans mon utilisation de la DeFi. On a GMX, donc GMX ils ont déjà un token, ils sont déjà sur Arbitrum et sur Avalanche, et là ils se sont lancés sur Solana, et ils lancent un nouveau token, le GT. Et comment on peut récupérer ce token GT? Je remercie GAZ qui a fait un petit thread autour de tout ça, mais ce qui m'intéresse surtout, c'est le screenshot qu'il a mis par rapport au trade to mint. C'est comme ça qu'on peut récupérer des tokens GT, on peut trader pour en récupérer. Évidemment, plus il y a de tokens GT qui ont été émis, plus il coûte cher à minter. Au tout début, il fallait générer 1 centime de frais, si je dis pas de bêtises, pour générer un token GT, et plus ça augmente, plus il y a de tokens GT qui sont mintés, qui sont créés, plus il faut générer de frais. Quand il y aura 82 millions de tokens GT, il faudra générer 33 $ de frais pour récupérer un token GT, et quand on approchera des derniers tokens, je pense qu'on n'approchera jamais, hein, vu le nombre de dollars de frais qu'il faut claquer, mais quand on se rapproche des 210 millions, parce que l'offre maximale de tokens c'est 210 millions, et ben il faudra à peu près 10 millions de dollars de frais pour récupérer un token. Bon, il n'y a aucun monde où le token GT vaut 10 millions de dollars, hein, c'est évident, et c'est logarithmique, ça va de plus en plus haut, plus en plus vite. C'est, ouais, non, j'ai pas envie de toucher à ça, personnellement, curieux de voir quand même ce que ça va donner, et comme le dit GAZ dans son post, il y a une autre opportunité pour profiter un petit peu de tout ça, ça va être d'apporter des liquidités, puisqu'en apportant des liquidités, on va pouvoir générer des frais, c'est pas sans risque, hein, c'est comme sur Hyperliquid, et si c'est exactement les mêmes pools que la première version de GMX sur Avalanche et sur Arbitrum, c'est des pools qui peuvent générer des impermanent loss. Donc faites attention à ça, ce sera quand même plutôt pour ceux qui sont un minimum à l'aise avec la DeFi, hein, d'aller sur ce genre de protocole, mais là, vu qu'il y a de la frénésie, qu'il y a pas mal de gens qui font du volume pour aller récupérer des tokens GT, et bah ouais, il y a peut-être quelque chose à jouer du côté de l'apport de liquidité, il y a peut-être moyen de générer pas mal de frais avec ça. Par contre, côté trading, je m'y mettrai pas. J'apprends aussi que dès qu'il y aura 83 millions de tokens GT en circulation, il sera échangeable sur des DEX, et à ce moment-là, a priori, GMX aura récupéré 350 millions de dollars de frais. Enfin récupéré, je suppose qu'il y en a une bonne partie qui est redistribuée aux apporteurs de liquidités, aux stakers de tokens GT et compagnie. Je pense pas que GMX prend énormément sur les frais qu'il génère, mais quand même, ça fait beaucoup d'argent. Je pense qu'il va falloir au moins 350 milliards de dollars de volume sur GMX pour en arriver là, donc c'est pas pour tout de suite. Pour terminer, c'est pas vraiment le même du jour, c'est plus la nostalgie du jour. Il y a une époque où l'on pouvait farmer 170% APR avec des USDC sur la blockchain Celo, et ça me donne envie de faire une vidéo ou un live où je reviens sur toutes mes archives de 2021. J'ai enregistré plein de vidéos à cette époque, et du coup, je peux me faire une idée de ce que c'était encore la DeFi à cette époque. J'ai bien envie de revenir sur tout ça, je sais pas, vous le saurez bientôt, hein, quand je le ferai, parce que c'est sûr que ça sortira sur la chaîne secondaire, ce genre de vidéo. J'ai quelques souvenirs, mais j'étais tombé du coup par hasard sur ma vidéo sur Celo, et j'avais complètement oublié cette pool de liquidité qui payait 170% APR, enfin c'est complètement absurde, et en plus on était payé en partie en stablecoin avec les frais du protocole, en partie en token Mobi, bon, ça je m'en souviens même plus, et en token Celo. Donc c'était une époque assez dingue, et j'ai partagé un deuxième screenshot de cette même époque qui fait un peu moins plaisir, ça date du 4 avril 2021, et c'était dans une vidéo où je parlais d'agrégateurs sur la Binance Smart Chain. Donc déjà, il y avait le BUSD à l'époque, et surtout, dans la vidéo je faisais une simulation en échangeant 10 Ethereum, et les 10 Ethers on pouvait les échanger pour 21 000 $ quasiment. Aujourd'hui, 4 ans après,
on les échange pour 19 340 $. Le seul truc qui a changé aujourd'hui, c'est qu'on a des meilleurs outils et peut-être plus de liquidité sur certains decks pour swapper, donc moins de slippage et une expérience utilisateur un peu plus favorable. Par contre, niveau prix, c'est pas trop ça. Alors, c'est du côté Ethereum, du côté Bitcoin. J'avais pas fait, je crois pas avoir fait la démonstration dans la vidéo, mais ouais, ça a mieux vieilli. Je dis pas que Ether c'est nul, Bitcoin c'est bien, mais c'est un fait. Voilà, il y a 4 ans, littéralement, l'Ether valait un peu plus qu'aujourd'hui. On peut dire que son prix n'a pas trop évolué depuis. Bref, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt, j'espère. D'ici là, portez-vous bien. Allez, salut tout le monde!